On va procéder à la prochaine présentation qui est celle du CPIFL. Les CPIFL, c'est un organisme qui existe depuis déjà plusieurs années, qui émane des associations de producteurs qui gèrent la recherche appliquée dans le domaine de la filière maraîchère et fruitière en France. Alors, le conférencier, celui qui va présenter la conférence, c'est le président, cette fois-ci, c'est vraiment le président du CPIFL, qui est M. Clévinage. Et M. Clévinage a une formation en administration. Vous aviez marqué sur votre CV le Business School de Paris, c'est ça? Alors, c'est l'école d'administration. L'école de commerce de Paris. Ah, voilà, l'école de commerce de Paris. Alors, il est gradué de là-bas, donc pendant 38 ans, il a été lui-même producteur. Donc, une très large connaissance ou expérience des fruits en particulier, parce que c'est un producteur de pommes et de poires. Créateur d'initiatives de marketing collectif en Picardie, dans le nord de la France, notamment pour la pomme. Vous avez créé une marque en particulier, c'est ça, on dit la Crunch, qui a permis à la France de pouvoir développer des marchés en Asie, en France, en Moyen-Orient. Et il gère également ou a participé à la création de vergers éco-responsables, donc d'avoir des productions intégrées de pomme. Il est élu depuis 2005 comme président, chairman du CPIFL. Il va donc nous présenter aujourd'hui le rôle du CPIFL en France pour la recherche appliquée et les modes de financement de ces centres de recherche. Bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, si j'avais indiqué ces petits éléments de parcours professionnel, c'est quand même pas très fréquent que quelqu'un qui a une formation de management et de marketing se retrouve président d'un organisme de recherche et de développement. Vous savez que la France est historiquement un grand pays agricole, qu'elle a développé beaucoup d'institutions de recherche et de développement, souvent à l'initiative de l'État, et j'y reviendrai. Le CPIFL, même s'il n'a pas été créé à l'initiative de l'État, rentre dans cette construction de la recherche et du développement. Et l'Europe, mais la France tout particulièrement, ces 20 dernières années, a énormément souffert de son manque de compétitivité par les coûts. Et j'ai identifié il y a une dizaine d'années que l'une de nos pépites était la recherche et le développement et notre capacité à innover. Et il y a un moment où la filière fruits et légumes avait du mal à se retrouver et à trouver un second souffle compte tenu des contraintes économiques très fortes que nous subissons. À titre d'exemple, le verger de pêcher en France a été réduit de 50% les 15 dernières années. Il est passé du stade d'exportateur à importateur net et importateur de plus de 50% de sa consommation. Donc dans ce contexte-là, j'ai pensé qu'il fallait absolument se consacrer la fin de ma carrière à la préservation et au développement de véritablement cette force française. En tout cas, j'ai la présomption de penser. Alors le CPIFL, qu'est-ce que c'est? C'est un centre technique interprofessionnel pour les fruits et légumes. Alors par rapport à tout ce que vous avez entendu aujourd'hui en termes de périmètre d'activité, je suis probablement celui qui a le périmètre le plus restreint, puisque nous nous attachons uniquement aux fruits et légumes frais essentiellement, avec quelques exceptions, mais relativement faibles. Notre cœur de métier, c'est le développement des fruits et légumes frais. Ensuite, deuxième originalité, qui est une originalité y compris en France, c'est que nous avons une structure interprofessionnelle, et c'est en
France, on appelle ça une interprofession longue. C'est une interprofession qui regroupe la totalité de la filière, vous diriez la totalité de l'industrie. Le producteur, bien sûr, les metteurs en marché, les coopératives de mise en marché, les expéditeurs, les exportateurs, les grossistes, la grande distribution et les détaillants, que ce soit des détaillants spécialisés ou des détaillants de marché plein vent, l'ensemble des professions qui véhiculent les fruits et légumes en France sont représentées dans notre interprofession. Ça fait à la fois sa richesse, ça fait quelquefois sa complexité, j'y reviendrai peut-être. Le CTIFL est aussi un centre technique industriel. Ça veut dire que lors de sa création en 1952, c'est assez original pour être souligné, il s'est inscrit dans la structuration après la Deuxième Guerre mondiale où la France a cherché à se doter d'outils de développement en matière industrielle et a proposé une structure administrative. Vous savez qu'en France on aime beaucoup les structures, donc il y a un cadre juridique qui a été établi pour les centres techniques industriels de telle sorte que les entreprises, c'était les lointains ancêtres du pôle végétal aujourd'hui, puissent se mettre ensemble pour avoir des projets de recherche et développement. Et le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes est le seul en agriculture à avoir opté pour cette structure-là, ce qui lui a tout de suite permis d'être reconnu et crédibilisé en tant qu'organisme de recherche, notamment à l'ombre de son grand frère l'INRA, qui, vous le savez, en France, l'Institut national de la recherche agronomique, et l'ombre tutélaire de la recherche. En France, quand on parle recherche, on parle INRA, on cite jamais le CTIFL, on cite presque jamais le CIRAD, encore moins les universités. C'est assez lamentable, mais c'est comme ça, quoi. Ce qui vient spontanément à l'esprit. Et bon, c'est bien compréhensible, l'INRA c'est plus de 15 000 chercheurs, le CTIFL c'est 300 chercheurs et techniciens, donc il y a une taille relative. La deuxième chose, c'est que ce centre technique, il s'inscrit dans un paysage de centres techniques agricoles, cette fois, qui sont regroupés au sein d'une association qui s'appelle l'ACTA. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que par grande production en France, il existe des instituts techniques agricoles similaires à celui du CTIFL. Le plus important est évidemment celui des céréales. Le second est celui qui est consacré à l'élevage, essentiellement bovin, même s'il commence à y avoir des regroupements autour de l'Institut de l'élevage. Et puis le troisième, c'est l'Institut des fruits et légumes. Alors, les fruits et légumes en France ont du mal, à la fois sont très importants, parce que les Français consomment quand même une quantité non négligeable de fruits et légumes, même si c'est moins qu'en Europe du Sud, mais c'est en tout cas notablement plus qu'en Europe du Nord. Mais la France, c'est, vous savez, un pays de cocagne où on peut produire de tout et tout à droit de cité, que ce soit le vin, bien sûr, les céréales, l'élevage laitier, l'élevage bovin, l'élevage caprin, la France et ses 365 fromages, enfin je vais m'arrêter là parce que sinon on va y passer l'après-midi. Et de ce fait, il y a une concurrence, puisqu'on va parler de financement, il y a une concurrence entre les productions pour pouvoir exister. Et il faut savoir que les fruits et légumes ne représentent que 2% de la surface agricole utile en France. Ils représentent environ, alors ça dépend du cours du blé, parce que vous pensez bien que si le blé est très cher comme ces dernières années, la part des fruits et légumes régresse à 10-12% de la ferme France. En 2014, elle a repris du poil de la bête, malgré une baisse de son chiffre d'affaires, elle se retrouve à 15% de part de revenus dans la ferme France, donc il faut toujours se méfier des chiffres, hein, ils sont très relatifs. Ce qui veut dire que sur tous les territoires français, même dans les territoires comme le Maine-et-Loire par exemple à Angers, les fruits et légumes sont rarement l'activité agricole majoritaire sur le territoire. Quelquefois c'est le vin qui arrive devant, quelquefois ce sont les céréales, quelquefois c'est rarement, c'est très rarement pris en compte.
Ce qui fait que dans l'organisation très colbertiste du développement et de la recherche en France, dans l'ensemble des territoires, les fruits et légumes ont toujours eu du mal à jouer des coudes pour pouvoir exister au milieu de leurs collègues agriculteurs. Ce qui fait qu'ils ont développé, par défaut, des structures propres. Donc c'est dans les fruits et légumes où il y a le plus d'autofinancement, où il y a le plus de cotisations professionnelles en rapport de la production. C'est dans le secteur des fruits et légumes où vous avez des syndicats agricoles qui ont créé de toutes pièces des stations d'expérimentation et de développement pour adapter les connaissances à leur terroir. Et donc ça donne un tissu un petit peu particulier qui, tout en étant dépendant de l'État comme d'autres, l'est beaucoup moins que d'autres. Enfin, en termes d'activité économique, le secteur des fruits et légumes est le secteur qui n'a jamais bénéficié dans le cadre de la politique agricole commune de l'Union européenne de financement européen pour son revenu. Vous savez qu'à une époque, les paysans européens étaient partiellement rémunérés par le FEOGA. Le secteur des fruits et légumes n'a jamais bénéficié de est un des rares secteurs, avec le vin bien sûr, qui n'a jamais bénéficié de ce type d'aide. Tout ça pour montrer à la fois et l'indépendance, quelquefois l'individualisme du secteur, et puis sa hargne à exister au milieu d'un environnement agricole riche. Néanmoins, on a quelques bons chiffres à défendre, puisque la production française de fruits et légumes s'élève à 6,4 milliards d'euros pour 2013. Nos exportations s'élèvent à 2,5 milliards, mais nous importons aujourd'hui 5,4 milliards de fruits et légumes. Ceci s'explique par des gens qui sont dans la salle, notamment les Néo-Zélandais qui ont appris à nous vendre leurs pommes en été. On a arrêté de vendre nos pommes à partir du mois de mars parce que, pas que les Néo-Zélandais, c'est pour taquiner un pays, mais le Chili, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, pendant de nombreuses années ont attaqué le marché européen, même si c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui. Et puis, évidemment que ces chiffres sont impactés par les importations, alors pas forcément de bananes, parce qu'il y a beaucoup de bananes européennes qui ne sont pas comptabilisées, notamment des îles Caraïbes françaises, qui ne sont pas comptabilisées dans les importations. Enfin, il y a quand même des importations de bananes, de fruits exotiques, de fruits secs de Turquie, etc. Avec néanmoins quelque chose d'un petit peu préoccupant, c'est que ces importations ont tendance à augmenter. La consommation de fruits et légumes frais représente 17 milliards d'euros, donc vous voyez que c'est quand même un beau marché en France. Et c'est dommage que nous n'en ayons pas plus de la moitié. Les produits sont essentiellement distribués par la grande distribution. Et évidemment, moi qui ai quelques cheveux blancs, j'ai vécu la montée en puissance de cette grande distribution. Et c'est par le biais du dynamisme de ce secteur de distribution que les importations se sont développées. Dans un premier temps, pour offrir une gamme plus large aux consommateurs français. Dans un deuxième temps, dans un souci de maintenir la production française à un coût le plus bas possible et à rechercher, ce qui est le métier des commerçants, des produits toujours plus compétitifs. Ceci est important parce que c'est ce qui a contribué à obliger les producteurs français à élever leur niveau de production pour pouvoir se différencier et rester un tant soit peu compétitifs, au moins sur leur marché national, s'ils n'arrivaient plus à conquérir d'autres marchés. Donc 72% des produits sont distribués dans la grande distribution, mais vous avez quand même 13% des produits qui sont distribués sur les marchés de plein vent. Nous avons encore cette activité-là assez active
qui a arrêté de régresser en France, et puis une dizaine de pourcents de petits détaillants spécialisés, ou un peu moins spécialisés, mais enfin la plupart du temps, ce qu'on appelle à Paris les primeurs, qui vendent essentiellement des fruits et légumes. Historiquement, ces gens-là vendaient les fruits et légumes venant des ceintures vertes autour des vignes. Enfin, les autres canaux, dont les ventes directes, les ventes par Internet qui se développent un petit peu, ce qu'on appelle les circuits courts en France, donc les ventes de proximité directement à la ferme, etc. Alors, quelles sont les missions du CTIFL? Les missions du CTIFL sont d'expérimenter, bien entendu, de coordonner et d'innover. Alors, vous remarquerez qu'on a mis coordination au milieu de expérimenter et innover. Ce n'est pas dans le sens où ça se passe traditionnellement, mais véritablement, le point fort du CTIFL est que, alors si on veut être un peu administratif comme aiment l'être les fonctionnaires français, à une époque, on avait décrété que l'INRA faisait de la recherche fondamentale, que les instituts techniques faisaient de l'expérimentation et que les chambres d'agriculture faisaient du développement. Donc, à une époque, c'est vrai, le CTIFL s'est retrouvé un petit peu dans ce carcan. Très vite, ça a été impossible à vivre dans le secteur des fruits et légumes. Et au CTIFL, on a éprouvé la nécessité de coordonner les activités, d'abord pour inciter l'INRA à continuer à travailler pour les fruits et légumes, ce qui n'était pas forcément sa vocation naturelle, son tropisme naturel, mais aussi pour, avec les entreprises, trouver des chemins à une époque où Végépolis n'existait pas, de créer des liens et des partenariats avec les entreprises pour pouvoir aller vers des innovations. Ensuite, il y a une autre activité, alors qu'on n'a pas beaucoup abordé aujourd'hui et qui découle du fait que nous nous adressons à l'ensemble des acteurs de l'industrie, c'est que nous faisons beaucoup de formations, mais plus particulièrement pour les acteurs de l'aval. Nous formons énormément de chefs de rayon pour la grande distribution, malheureusement beaucoup trop peu, parce que très souvent ils sont très très mal formés, ou quand ils sont formés, ils montent leur propre magasin et ils quittent donc ça pose des difficultés. Mais nous faisons des formations pour les grossistes, nous formons des formateurs dans les écoles d'horticulture et d'arboriculture. Donc on a une activité de formation assez intense et qui s'appuie sur deux choses. Ce n'est pas un organisme de formation comme un autre, dans la mesure où cet organisme, donc ce sont des formateurs, à partir de là c'est assez banal, sauf qu'ils ont acquis une expertise en ayant en background toute l'expertise du CTIFL. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'appuyer sur les 300 ingénieurs du CTIFL pour avoir toutes les informations, qu'elles soient réglementaires, techniques, scientifiques, etc., sur les produits. Donc ils ont une expertise produit très importante et ils ont la capacité de transmettre ça aux autres acteurs de la filière. Et puis, ils ont aussi un rôle d'animation des magasins et de formation des détaillants. Malheureusement, c'est une activité qui est trop peu développée parce que très très budgétivore. Il existe en France 13 000 points de vente de détail en dehors de la grande distribution, qui sont tous, la plupart du temps, très petits, avec des chefs d'entreprise qui sont peu sensibles et peu disponibles pour la formation. Et donc, malheureusement, un trop petit nombre s'adresse à nous pour pouvoir améliorer leurs compétences techniques et leurs compétences en matière de présentation de marchandises, etc. Deuxième secteur qui n'est pas forcément, qui est plus souvent, qu'on a entendu citer quand même ce matin, c'est un département d'analyse, d'information et de diffusion. Nous faisons des études économiques
d'abord pour alimenter notre propre réflexion, la réflexion des ingénieurs du CTIFL et l'élaboration de la stratégie, etc. Donc il est bien certain qu'on s'appuie sur des études économiques, soit qui sont disponibles sur le marché, mais qui sont retraitées, et nous avons une spécialisation d'interprétation, par exemple des grands panels de consommateurs, etc., qui sont retraités par le CTIFL avant d'être délivrés à l'ensemble des organisations professionnelles. Et puis, nous faisons des études économiques, soit pour l'interprofession des fruits et légumes, soit pour le ministère de l'Agriculture, et plus récemment sur appel d'offres pour tout organisme qui peut être intéressé par la compétence de nos ingénieurs et nous demander des analyses économiques. Ensuite, notre secteur de diffusion est d'organiser des sessions qui s'adressent à différents publics. D'une part, les producteurs, bien entendu, les techniciens, mais aussi des personnalités extérieures, des écoles, que sais-je. Et nous organisons quelquefois des journées d'expérimentation internationale, et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'Yves lors d'un colloque sur la carotte, dans lequel je reviendrai à la fin de ma présentation. Et puis, ça c'est aussi une activité importante qui est nécessaire pour faire connaître la qualité du travail du CTIFL et améliorer sa crédibilité. Enfin, nous avons une activité de certification qui consiste à garantir aux producteurs de fruits la qualité sanitaire de leurs plants. Les pépiniéristes nous confient le contrôle de leurs pépinières en matière de qualité sanitaire, et nous délivrons un certificat de conformité. Alors ça, c'est pas une activité de recherche et développement, c'est une activité annexe qui est totalement autofinancée séparément. Alors je vous ai laissé cette diapo pour montrer les grands départements. Donc vous avez autour du président et du directeur surtout les 4 grands centres de formation qui sont répartis dans les différentes régions de France, et puis les services supports, donc le service d'information, évidemment un service administratif, il en faut, on ne peut pas s'en passer, des ressources humaines non plus, et puis une direction scientifique qui est basée à Paris. Donc ces centres, en dehors du siège parisien, vous avez un centre spécialisé dans les légumes à Carquefou. Pour vous donner un exemple, on vient de construire une serre de 3000 m², ce qui est quand même en termes de laboratoire assez important, une serre tomate concombre pour étudier les effets du climat et optimiser l'énergie dans la conduite des serres. Nous avons un domaine de 70 hectares à Langsat, à côté de Bergerac, dans le sud-ouest, qui a une activité essentiellement tournée vers les fruits. Un autre à Balandran, à côté de Nîmes, entre Nîmes et Arles, qui lui est plus spécialisé sur les fruits aussi, mais aussi sur les légumes méditerranéens. Et puis un laboratoire à Saint-Rémy-de-Provence qui travaille sur tous les aspects autres que production. Par exemple, la conservation des fruits. Il y a des enceintes climatiques, je ne sais pas si c'est Jacques-Antoine qui les a livrées, qui permettent de conserver les fruits en atmosphère contrôlée, de faire des études sur l'évolution des maladies en température dirigée, etc. Enfin, des laboratoires de ce type. Et puis surtout, ce qui est plus intéressant, enfin pas scientifiquement bien sûr, mais plus particulier, c'est que nous faisons des analyses hédoniques des produits, et nous avons développé un laboratoire d'analyse sensorielle qui est très réputé en France, qui travaille sur des problématiques générales installées par les gens du CTIFL, mais qui travaille aussi pour des entreprises
particulières qui peuvent être amenées à développer. On a entendu parler ce matin par Yves de Variété Club, par exemple, qui soumettent leurs variétés à des analyses sensorielles dans ces laboratoires. Et puis, à Rungis, autre chose aussi qui concerne M. Sebon, c'est nous avons développé pour les détaillants une enceinte climatique, un magasin artificiel dans une case du marché national de Rungis, où on peut reconstituer absolument tous les climats d'un stand de vente, qu'il soit dans la grande distribution, sur un marché de plein vent ou d'un magasin de détail, pour pouvoir optimiser la présentation, la présentation et la conservation des fruits, est-ce qu'il faut la lumière, etc. On va travailler sur la lumière, sur l'humidité, etc. C'est ça qui est un outil qui est très, très apprécié des détaillants, bien entendu. Donc, je vous ai mis là quelques actions. Nous avons 400 actions en recherche et en expérimentation. Nous avons diffusé 92 articles, donc simplement 20 plus particulièrement sur les points de vente et le management du point de vente. Donc vous voyez qu'on a une implication importante vers l'aval. Bon, des nouveaux projets, enfin évidemment les ingénieurs, quand je leur ai demandé ce qu'on faisait exactement, ils m'ont tous sorti leur liste donc, pour valoriser leur travail, et c'est bien normal. Mais vous voyez que le CTFL travaille sur des domaines très différents et avec des volumes de travaux qui sont quand même conséquents. Alors, Yves en a parlé un petit peu. Historiquement, le CTIFL a été effectivement un très grand vecteur de la diffusion du savoir en matière de production de fruits et légumes, au travers bien sûr des articles que l'on peut être amené, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un chercheur dans l'un de nos centres arrive à un début de conclusion, on informe en priorité les adhérents du CTIFL sur l'évolution de la recherche et de l'expérimentation. Nous avons aussi fait un certain nombre de monographies à destination des commerçants, notamment dans tout le secteur de la recherche, de la restauration hors domicile, où historiquement on avait un déficit énorme de compétences en matière d'achat de fruits et légumes, puisque là aussi nous sommes en France, et qu'en France, tout achat dans une collectivité publique, que ce soit une cantine scolaire, un hôpital, une prison, que sais-je, est soumis à des marchés publics avec des caractéristiques très précises qui sont des caractéristiques administratives. Et le CTIFL a réussi, avec l'aide des professionnels bien sûr, à développer des catalogues d'expertise et des procédures d'achat pour ces acheteurs-là, de telle sorte qu'ils puissent travailler un petit peu plus les produits en fonction de la qualité des produits et de leur intérêt propre, plutôt que du simple prix dans leur offre. Et puis, bien sûr, je ne les ai pas cités ici, mais toutes les monographies sur les conduites de culture de tous les produits. Notre budget est de quasiment 24 millions d'euros pour 2013. Vous voyez qu'il est financé essentiellement par ce qu'on appelle ici une taxe fiscale affectée, qui représente 73% des ressources du CTIFL, qui, malgré son nom de taxe fiscale affectée, est une ressource professionnelle. C'est-à-dire que c'est une ressource qui est prélevée dans le portefeuille du consommateur et qui est rétrocédée, donc c'est au niveau du détail. Le détaillant, à chaque fois qu'il achète des fruits et légumes sur un marché ou chez un producteur, quel que soit l'endroit où il achète, va se voir facturer en pied de facture la taxe CTIFL qui s'élève à 1,8 pour 1000 du chiffre d'affaires. Cette taxe va être donc collectée par le grossiste
Alors le grossiste, c'est soit le grossiste de marché, soit les plateformes de distribution, et va être rétrocédé au CTIFL et assurer donc l'essentiel du financement du CTIFL. Je reviendrai, si j'ai le temps, sur cette taxe. Ensuite, nous avons des subventions publiques pour 16%, et puis 10,5% de ressources propres. Historiquement, le montant des subventions publiques était beaucoup plus élevé. Le montant des ressources propres était beaucoup plus faible. Et nous avons une politique active pour réorienter notre financement, pour augmenter le montant des ressources propres au détriment des cotisations professionnelles. Et puis d'autre part, dans les subventions pour des programmes spécifiques, la nature d'obtention de ces subventions a largement changé. Historiquement, le ministère de l'Agriculture octroyait, suivant des critères sérieux bien entendu, mais ses propres critères, des subventions à tel ou tel organisme. Par exemple, les producteurs, tous les producteurs français payent une taxe équivalente à celle-ci, alors là qui est collectée par le fisc, qui sert à financer la recherche et le développement en agriculture. Donc il y a à peu près, c'est une taxe qui va rapporter plus de 100 millions. Il y en a 45 millions qui sont répartis aux instituts techniques. Le CTIFL, lui, en perçoit très peu, puisqu'il perçoit 1,9 million. Donc vous voyez, c'est un des exemples où je vous disais que les fruits et légumes étaient les maltraités de la profession. Et j'ai eu beaucoup à me battre pour que ça ne soit pas pire que ça. À peu près une somme équivalente est affectée aux chambres d'agriculture pour assurer le développement auprès des agriculteurs des techniques nouvelles, etc. Donc ça, c'est en voie de régression. Les autres subventions publiques aujourd'hui sont essentiellement le fruit de réponses à appel d'offres, où nous avons un système, donc vous le voyez, qui au début était, on peut qualifier d'étatique, et progressivement, on lui donne de l'air en insufflant assez systématiquement l'obtention de subventions publiques, qu'elles proviennent de l'État bien sûr, des collectivités territoriales, puisque avec la dernière loi de décentralisation, c'est maintenant les régions qui vont avoir à gérer ces fonds, non seulement les fonds publics donnés éventuellement à l'expérimentation, mais aussi qui va gérer les fonds provenant de l'Europe sur leur territoire, ce qui nous met quand même dans une certaine instabilité parce qu'ils n'ont pas forcément vraiment les compétences pour le faire. Ensuite, suivant la coloration politique des régions, on peut avoir des raisonnements qui sont plus proches de ce qu'on lit dans la grande presse matinale que dans les revues scientifiques quand même. Mais ça fait partie du nouveau jeu. Et donc, ces deux parties, à terme, ce qui restera vraisemblablement en termes de financement public, ça sera le résultat d'appels d'offres. Alors, ces appels d'offres ne sont possibles qu'à la condition d'être affectés en partenariat. Et là, on retrouve l'intérêt du CTIFL et de son réseau, puisque, comme je vous l'ai dit, il est au centre du maillage entre la recherche fondamentale et puis le développement. Et on a évidemment une très bonne connaissance du secteur et de toutes ses possibilités. Et nous sommes en relation aussi avec des universités étrangères. J'ai beaucoup insisté au début de mon premier mandat pour qu'on développe ces partenariats, notamment en légumes. Il existait des partenariats en termes de fruits, notamment en termes de pommes, parce que la pomme, c'est tellement international, donc on sait bien qu'il faut aller voir nos amis néo-zélandais, nos amis allemands, etc., ou aller à East Malling en Angleterre pour savoir quelque chose sur les porte-greffes. Ce n'était pas forcément le cas dans des productions plus hexagonales, on va dire. Et donc nous avons un bon réseau de connexion avec un certain nombre
universités en Espagne, en Italie, en Allemagne et en Grande-Bretagne aussi, en Belgique. Donc nous sommes capables de répondre à des appels d'offres en commun au niveau européen avec ces partenaires-là. Et puis, dans le cadre du réseau des instituts techniques agricoles, nous développons de plus en plus de partenariats, de programmes en commun avec d'autres instituts agricoles, y compris des instituts du monde animal, pour toutes les problématiques qui ne sont pas typiquement fruits et légumes, par exemple ce qui peut relever du climat, ce qui peut relever de la ressource en eau, enfin tout un certain nombre de thématiques qui ne sont pas évidemment propres au secteur des fruits et légumes, mais dont les fruits et légumes sont souvent au centre des préoccupations, car, et ça vous le savez puisque vous êtes dans ce secteur-là, vous savez que nous sommes le seul produit agricole qui ne change pas d'aspect entre le moment de sa production et le moment de sa consommation, ou très peu, et que du coup ça focalise beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions. On est souvent au centre des questions écologiques, etc., alors que bien évidemment ça fait très longtemps qu'on s'intéresse à la durabilité de notre production. Il l'a rappelé tout à l'heure, j'ai été un des premiers, et notamment parce que nous étions concernés par l'exportation. Et j'avais eu l'occasion, au début des années 90, de me rendre en Europe du Nord et de constater que les Européens du Nord commençaient à avoir une fibre écologique. On n'appelait même pas ça comme ça à l'époque. Mais ils commençaient à faire des analyses de résidus des produits. Et très vite, je me suis dit, si on veut continuer à vendre sur ces marchés, il faut absolument mettre en avant la capacité de la production française à montrer sa capacité en matière de production fruitière intégrée, etc., d'éco-responsabilité. Et aujourd'hui, nous avons plus de la moitié, 70% de la production française de pommes provient de vergers éco-responsables, c'est-à-dire de vergers qui sont contrôlés par des organismes extérieurs et qui ont un système de production, alors qui n'est pas bio, qui n'est plus conventionnel, qui est un petit peu intermédiaire entre les deux. Et donc on développe ce type de thématique, évidemment, pour beaucoup d'autres productions. Nos dépenses, quand on est dans un organisme de recherche, l'essentiel des dépenses sont les salaires. Et en France, c'est douloureux les salaires, je peux vous dire. Et là, ça représente 67% de nos coûts, avec 19% de produits et services, et le reste en coûts annexes. Vous avez ici une diapo qui vous montre l'importance, alors l'inconvénient d'une photographie comme ça à un instant T, c'est que là par exemple les projets européens sont très sous-estimés parce qu'il se trouve qu'on est c'est des périodes trisannuelles, et il se trouve qu'on était en fin de cycle, les nouveaux cycles n'ont pas commencé, donc c'est plutôt de l'ordre de 5%, mais enfin ça mérite d'être développé. Donc la partie verte de France Agrimaire et celle du ministère de l'Agriculture, bon, pour vous on peut rapprocher les deux, puisque France Agrimaire est une agence du ministère de l'Agriculture, représente 28% des subventions dans l'ensemble des subventions que l'on peut avoir. L'ADEME et l'ONEMA sont des agences qu'on va qualifier qui sont dans la sphère écologique, hein, soit de la gestion des déchets, soit de la protection phytosanitaire, etc. Donc quelques réalisations récentes, je vous parlais tout à l'heure de la serre de Carquefou, de la chambre de simulation des points de vente, et puis pour faire le lien avec ma rencontre avec Yves Desjardins, l'organisation du symposium international de la carotte et des apiacées, qui est un exemple important. C'est pas souvent qu'on organise des manifestations de cette ampleur, en tout cas celle-ci c'est la plus importante, et il faut être honnête, cela vient du fait que la carotte, ça
ça se cultive à partir d'une graine. Donc s'il y a une graine, derrière il y a un semencier. Le semencier il est international et donc il sait nous aider à rassembler un grand nombre d'acteurs, mais je pense que tout le monde a pu reconnaître la qualité scientifique des échanges qui ont eu lieu lors de ce symposium. Nous en faisons d'autres. Par exemple, au mois de décembre, j'en ai fait un, j'en ai présenté un en Bretagne sur le chou-fleur, où il y avait aussi, c'était beaucoup moins important, il n'y avait que 200 personnes, peut-être 500, mais peut-être même 250. Mais il y avait quand même des chercheurs russes, il y avait un Américain, il y avait quand même des étrangers qui s'y intéressent. Visiblement, c'est un des axes que nous cherchons à développer, parce que pendant longtemps, l'expérimentation française étant un petit peu leader, n'avait pas ne ressentait pas le besoin de s'ouvrir sur l'extérieur, était très accueillante, hein, on a toujours été très bien accueillis, on a fait plusieurs salons internationaux, etc. Et on est en général bien connu de l'étranger, mais on n'a jamais eu d'action jusque maintenant proactive pour pouvoir développer ces relations à l'international, et ça fait partie des axes de développement parce que les problèmes de recherche et d'expérimentation sont tellement énormes que, bien sûr, on ne peut plus résoudre les problématiques chacun dans son coin et qu'il faut absolument faire partie de réseaux internationaux pour pouvoir développer et être efficace et redonner de la valeur à nos produits et surtout à nos producteurs. Donc ça, c'était pour vous montrer qu'il était bien à cette manifestation. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre. Pour une toute petite question sur la structure du CTIFL et je sais pas si vous avez des questions particulières. J'en ai une peut-être en attendant. Claude, écoutez, tantôt, on nous a parlé de Végépolis, CTIFL. Je comprends qu'il y a peut-être des zones où là, vous avez peut-être des... Ah, marche pas? Oui, bonjour. C'est bien, ok. Est-ce qu'il y a des zones de maillage ou des moments où vous pouvez travailler ensemble ou s'il y a une concertation, une coordination entre le CTIFL et les GRAP? Bien sûr. Alors, les clusters? Le CTIFL, vous n'avez probablement pas eu le temps de le voir, mais fait partie des adhérents de Végépolis, et donc est un partenaire potentiel de Végépolis. La particularité du CTIFL, et d'ailleurs c'est notre centre qui est plutôt dans l'ouest de la France, qui entretient parce que c'est notre chef de centre de Carquefou qui connaît les entreprises de l'ouest de la France, qui connaît les producteurs de l'ouest de la France, les structures universitaires, et donc le Végépolis est un endroit intéressant, même si avant Végépolis, on avait déjà des relations, mais l'avantage de Végépolis pour nous, c'est de pouvoir, dans un seul lieu, et d'une façon construite, accélérer des processus de partenariat vers des choses opérationnelles. Et pas seulement être, comme quand on est chercheur, simplement à la recherche d'informations à droite et à gauche pour pouvoir enrichir son savoir. Donc, mais c'est vrai aussi avec Terralia qui a été cité, et je pourrais en citer d'autres. Alors, ensuite, le CTIFL peut intervenir sur des projets, mais pour ça, il faut que ça intéresse certains opérateurs. Enfin, c'est pas le CTIFL qui va monter un projet à Végépolis. Jacques-Antoine, peut-être qu'il peut préciser son... Préciser que CTIFL fait partie des adhérents de Végépolis, mais même du conseil d'administration de Végépolis. Il intervient aussi quelquefois au comité d'observation scientifique et technique en fonction de la diversité des sujets. Donc oui, c'est un partenaire, pas quotidien, mais enfin constant chez nous.
En plus, on parle beaucoup de réseau, mais il y a réseau. Vous avez remarqué que moi, je n'ai pas parlé d'industrie du tout. Dans l'ère d'activité du CTIFL, il n'y a même pas de transformateur. Alors, si, on a des relations avec des fournisseurs. Par exemple, en matière de froid, c'est évident, mais dans tout l'univers de la mécanisation, on a évidemment des rapports avec les entreprises. Mais je veux dire les programmes qu'on met en œuvre, par exemple en matière de mécanisation, sont au service des entreprises de production. C'est pas au service des entreprises de mécanique, etc. Donc on n'est pas du tout dans l'univers de l'industrie, on est très peu dans l'univers de la transformation agroalimentaire. En fait, on anime des réseaux dans tout ce qui est un petit peu diffus sur le territoire et qui n'a pas la capacité autrement à se regrouper, parce que ce sont des entreprises, la plupart du temps très petites, même si c'est un peu en train de changer, notamment au niveau des groupes coopératifs. Et ensuite très disséminés sur le territoire et de façon diffuse. Par définition, les légumes, ça ne voyage pas beaucoup, donc on les produit autour des villes. Alors systématiquement, les maraîchers se font exproprier. Souvent, ça leur permet de rebondir à la génération suivante grâce à la culbute qu'ils ont fait en matière foncière, mais ils sont obligés de tout reconstituer à chaque génération au fur et à mesure de l'extension des villes, mais ils sont toujours proches des villes. Ils sont un petit peu moins qu'au 19e siècle, mais ils sont toujours proches des villes. Donc du coup, ça fait un mitage des entreprises sur tout le territoire, c'est évident. Je vais peut-être ouvrir une boîte de Pandore ici, mais vous avez mentionné qu'il y avait un prélevé, le financement du CTIFL, on avait un prélevé au niveau des ventes de 17 milliards, excusez-moi, 17 milliards d'euros. 17 millions d'euros. Et des euros quand même, c'est plus que des dollars. Oui, c'est plus que des dollars. Alors, et on a entendu dire récemment que ce financement était remis en question par le gouvernement français. Bon, il y a une mécanique derrière ça, mais est-ce que vous allez rétablir des liens directs entre le CTIFL, votre organisation, et ceux qui payaient ou défrayaient les coûts de la recherche? C'est indispensable à la survie du CTIFL. Oui, alors ça c'est un élément qui n'est pas très intéressant pour vous, Québécois. C'est que le mode de financement que je vous ai indiqué, c'est-à-dire une taxe professionnelle, mais qui transite par le budget de l'État, ça ne plaisait pas à un certain nombre de fonctionnaires du ministère du Budget, et au travers des difficultés, dont vous avez peut-être entendu parler, d'exécution du budget de la France et de son déficit abyssal, et de la nécessité pour rester dans la compétition de le réduire sensiblement, ce qui, en tant que citoyen, j'y souscris totalement. On s'est trouvé un petit peu l'objet d'un marchandage politique assez lamentable, à savoir que le ministère du Budget en a profité pour proposer une réduction des impôts au ministre, en disant si on arrête la taxe fiscale affectée, ça fait baisser les prélèvements obligatoires de 17 millions, c'est toujours 17 millions de prix. En plus, ils sont tellement disséminés, c'est pas les chauffeurs de taxi, c'est pas la SNCF, c'est pas les conducteurs de poids lourds, donc ça risque peu de faire de vagues. Ces 17 millions vite et bien gagnés. De la même façon, au ministère de l'Agriculture, on a demandé au ministère de l'Agriculture de réduire ses dépenses d'un certain nombre de milliards, et on a trouvé très astucieux de supprimer une dépense qui n'était pas une dépense pour le ministère. Donc la supprimer ne générait aucun licenciement de fonctionnaires, aucune réorganisation au niveau du ministère. Simplement, c'était une écriture qu'on faisait disparaître du budget de l'agriculture. Et donc par ce biais, vous avez la magie de l'administration française qui fait qu'avec 17 millions, en les supprimant, on fait 34 millions d'économies. Le budget baisse ses prélèvements obligatoires de 17 millions, donc le ministre du Budget va dire au Premier ministre
j'ai baissé les prélèvements obligatoires de 17 millions, et le ministre de l'Agriculture va dire au même Premier ministre, j'ai baissé mes dépenses de 17 millions, donc nous sommes des champions. C'est assez lamentable, je ne devrais pas avoir à vous dire ça, mais on est bien obligé, compte tenu de la brutalité avec laquelle ça nous a été imposé, j'ai été convoqué au ministère de l'Agriculture le 9 septembre pour application au 1er janvier. Sans aucune concertation. L'alternative, ça va être de... Alors tout ça en nous disant, mais mes braves messieurs, en fait c'est un cadeau qu'on vous fait, c'est toujours comme ça avec les politiques et les fonctionnaires. On vous fait un cadeau parce que vous êtes dans un cadre interprofessionnel et dans le cadre du fonctionnement des interprofessions au niveau européen, vous avez la capacité à prélever, restez bien assis, je vais encore vous dire une énormité administrative, vous avez la possibilité de prélever une contribution volontaire, obligatoire. Donc effectivement, c'était très facile pour les directeurs de cabinet du ministre de me dire de toute façon, c'est pas grave, vous avez la capacité à retrouver l'équivalent de votre financement exactement de la même façon. On est prêt à vous signer un accord interprofessionnel. Alors, il faut quand même, ça mérite une explication. Je suis désolé, c'est vous qui m'avez posé la question. J'ouvrais la boîte de Pandore. Ne me reprochez pas de déplacer mon temps. Donc, une contribution volontaire obligatoire dans le cadre interprofessionnel, dans le droit européen, chaque profession a le droit de se constituer en interprofession, chaque filière, à la condition qu'il y en ait une par filière. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir en Europe, enfin dans un État membre, deux interprofessions ayant le même objet. Une seule peut être reconnue. Mais si cette interprofession est reconnue, et elle est reconnue à la condition qu'elle soit représentative, c'est-à-dire que ses membres aient une représentativité économique certaine, alors qui est, comment dire, qui est constatée suivant les... ça peut changer suivant les secteurs, etc. Mais enfin, donc en gros, pour les producteurs, il faut avoir au minimum 65% des producteurs qui vont entrer dans le système. Pour l'aval, ça va être du chiffre d'affaires, enfin, etc. Donc à partir de ce moment-là, vous avez la capacité, si vous êtes représentatif, et si préalablement vous êtes prêt, vous avez fait la preuve que vous étiez prêt à financer un objet, vous avez la capacité à étendre cette cotisation à l'ensemble des intervenants de votre interprofession. Et à ce moment-là, par arrêté ministériel, votre contribution volontaire devient obligatoire et donc l'ensemble des acteurs. Un prélèvement syndical, c'est comme un prélèvement d'une cotisation syndicale. Avant, chez vous, la oui, cotisation syndicale. C'est obligatoire lorsqu'on est représentatif d'un syndicat. D'accord. C'est obligatoire. Donc voilà l'alternative que nous avons. Alors, la petite différence, c'est que de la même façon que le ministre a décidé de supprimer la taxe fiscale affectée un soir dans son bureau en discutant avec son directeur de cabinet, donc ça a été vite, hein. Ça a été encore plus vite au Parlement, puisque ça a été voté dans le cadre du budget de l'agriculture, donc le gouvernement a refusé tous les amendements, parce qu'il est inutile de vous dire que nous avions activé un certain nombre de leviers d'acteurs pour essayer de faire modifier cette décision. Le gouvernement a commencé par dire que le budget de l'agriculture serait voté dans son intégralité. Reconnaissant les budgets. J'imagine que vous connaissez ce genre de pratique aussi. Et donc, autant c'était facile pour la taxe fiscale affectée, autant pour la contribution volontaire obligatoire, il faut aujourd'hui que je mette d'accord 10 familles professionnelles différentes, qui ont des intérêts divergents, puisque les uns produisent, les autres expédient, les troisièmes distribuent, et les quatrièmes, pour aller vite, vendent aux consommateurs. Et donc chacun a des intérêts différents. Et puis il y a quelque chose de culturel en France qui est assez surprenant, c'est qu'on a horreur des impôts, sauf qu'on est probablement la nation occidentale qui avons le plus d'impôts divers et variés qu'on puisse avoir, et qu'on les paye très gentiment, et qu'on est des très bons contributeurs, et que le taux de fraude fiscale, pour finir en France, même s'il existe, rassurez-vous, fait pas partie des plus élevés. Donc on a une acceptance à l'impôt, alors que dès que vous parlez à un citoyen français de payer une cotisation,
elle est toujours trop élevée, et s'il peut s'en dispenser, il s'en dispense. Donc vous avez une petite idée des combats que j'ai à mener. Vous avez quelques années de challenge, de défi devant vous pour pouvoir revenir au... C'est pas quelques années, parce qu'il faut trouver la solution dans les 6 mois. Alors j'ai ouvert une boîte de Pandore, mais c'est un aspect qui va être important pour nous, parce qu'on parle beaucoup de prélever pour financer la recherche, et on voit un petit peu les problèmes qui peuvent découler de cette démarche que nous devrons aussi entreprendre pour financer la recherche. Donc je vous remercie infiniment de votre présentation, ça a été clair. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.